Bienvenue à tous et toutes dans cette masterclass en public à la Bibliothèque nationale de France, une masterclass organisée dans le cadre de la Nuit des idées et qui va se pencher sur le parcours de Mona Ozouf, historienne et philosophe. Alors je vous rappelle le principe de l'exercice, on explore les sources et les processus d'élaboration d'une œuvre. Alors bonjour Mona Ozouf, bonsoir. Bonsoir. Alors d'habitude on scrute le travail d'artiste, mais aujourd'hui c'est une historienne qui est sur le grill, puisque la recherche aussi est un processus créatif nourri de filiation, d'amitié, d'influence et d'itinéraire intime. Alors pour commencer, il faut rappeler que vous êtes une historienne de l'école, de la Révolution, de la République, directrice de recherche au CNRS, vous êtes aussi une lectrice infatigable de romans, vous avez d'ailleurs écrit sur Henry James et dernièrement sur George Eliot. Vous êtes au jury du prix Femina, autrice de nombreuses chroniques littéraires pour le Nouvel Observateur. Vous avez publié, entre autres, La Fête révolutionnaire dans la Bibliothèque des Histoires. Vous avez co-dirigé le dictionnaire critique de la Révolution française avec François Furet, qui vous a placé au cœur de la tourmente du bicentenaire et a fait de vous une historienne qui a impulsé un tournant historiographique. Vous avez écrit aussi Varennes, à la fin de la mort de la royauté, dans la collection des journées qui ont fait la France, et Composition française, formidable exercice d'égo-histoire paru dans la collection blanche chez Gallimard, dans lequel on vérifie encore votre talent d'écriture et votre sens du récit. Mais puisqu'il faut commencer, commençons par le commencement. Dans Composition française, justement, vous revenez sur la façon dont votre enfance vous a constitué personnellement, mais a aussi guidé vos sujets de recherche. Vous avez été non pas bercé, vous parlez de fées qui ne s'aimaient guère, mais vous dites plutôt tiraillé entre l'Église, l'école laïque et républicaine et la maison régionaliste et bretonnante. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de ces années-là et de ces tiraillements qui sont fondateurs ? Oui, peut-être que tiraillement n'est pas un mot tout à fait adéquat. Disons que j'ai eu une enfance perplexe. Perplexe parce que ce qu'on m'enseignait à la maison était contradictoire, oui, assez souvent, contradictoire de ce qu'on m'enseignait à l'école, et que par ailleurs, l'église que je fréquentais aussi, Bretagne oblige, était à la fois antinomique des deux autres lieux, de l'école et de la maison. Et puis j'ajoute que l'école et la maison ne faisaient qu'un seul et même lieu, parce que mon enfance tout entière, tout à fait claustrale, se passe dans une maison d'école. J'habite le logement de fonction de l'institutrice. Il y a la cour à traverser pour aller de la maison à l'école. Et cependant, ce sont des mondes tout à fait différents. Bon, je vais essayer de dire pourquoi assez vite. La maison est le lieu de la Bretagne, bretonissime. Pourquoi ? Parce que c'est ma grand-mère, pour l'essentiel, qui m'élève. Elle parle breton, elle porte la coiffe. Elle n'a appris à lire et à écrire que très tard dans la vie, pour soustraire ses lettres d'amour à l'écrivain public du village, des lettres qui étaient destinées à son mari, marin de l'État, et parti pour de lointaines campagnes de Chine. Donc c'est ma grand-mère qui tient les rênes de la maison, et qui est la Bretagne incarnée parce qu'elle est un trésor de proverbes, de chansons, d'anecdotes, tout cela en breton. Et puis, la maison est encore le lieu de la Bretagne, pour la raison qu'a évoquée Perrine. Mon père est un militant de la langue bretonne qui a consacré sa vie à la cause du breton à l'école. C'est-à-dire qu'instituteur laïque, dans un milieu d'instituteurs laïques plutôt jacobins, il avait entrepris de persuader ses collègues ou de convaincre ses collègues de faire entrer le breton, la langue bretonne, à l'école primaire républicaine. C'était une cause absolument désespérée et mon père s'y est épuisé en rédigeant, en diffusant lui-même un petit bulletin destiné à cette grande cause qui, probablement, c'était en tout cas le sentiment de ma mère,
l'avait épuisé et lui avait coûté sa mort très précoce, puisqu'il est mort quand j'avais 4 ans. Donc, la maison est le lieu même de la Bretagne, ça se voit encore dans une des 3 bibliothèques de la maison, dont je parlerai peut-être en évoquant les livres qui m'ont fabriqué. L'école, elle, est le lieu, bien entendu, de la République française. On y chante « Mourir pour la patrie est le sort le plus beau ». On y enseigne, évidemment, en français. Les héros de l'école sont ceux que la maison considère avec beaucoup plus de distance. Par exemple, les fédérés de Bretagne et d'Anjou qui arrivent à Versailles puis à Paris pour la grande fête de la Fédération, l'école les honore pour avoir dit que, venant de Bretagne et d'Anjou, ils abjuraient les privilèges de la province et les déclaraient anticonstitutionnels. Ils se déclaraient français, rien que français, en arrivant pour défiler dans le cortège de la fête de la Fédération. Donc l'école les honore, la maison les méprise, ou en tout cas les tient presque pour des traîtres, comme du reste elle tient du Guesclin, qui a porté les armes contre la Bretagne, alors que l'école honore du Guesclin pour lequel toutes les filles de France, comme vous savez, ont filé une quenouille. Bref, ce qu'on enseigne ici n'a pas cours là, donc ça fait une existence un peu perplexe. Quand je reviens à la maison en disant que j'ai appris que nos ancêtres étaient les Gaulois, ma mère me dit que nous avons des ancêtres plus convenables, qui sont les Gallois et les Celtes. Elle ne dit pas grand-chose, elle ne m'endoctrine pas du tout, mais je la vois lever un sourcil quand je rapporte ce que l'on m'a enseigné à l'école. Donc, voilà, existence perplexe, et ça ne s'arrange pas quand je fréquente le 3e côté de mon enfance, l'Église, parce que d'abord, l'Église, il y a une sorte de quadrillage étrange de l'espace ecclésial. Pendant la leçon de catéchisme, les filles des sœurs, comme on dit, c'est-à-dire celles qui vont à l'école privée, sont devant, les filles de la laïque derrière, du côté de l'Évangile. Du côté de l'épître, même dispositif pour les garçons, les garçons des frères devant, les garçons de la laïque derrière, et entre les chaises pieuses, si j'ose dire, et les chaises laïques, il y a un bon espace, un espace vide qui montre bien que, voilà, nous autres filles de la laïque, nous ne sommes pas tout à fait chez nous, dans cet espace. Et puis le recteur qui nous enseigne le catéchisme, brave homme sûrement, peut-être pas un très grand esprit quand même, nous apprend que hors de l'Église, point de salut. Et un jour de grande audace, où je lui demande si on peut être heureux au paradis, où je ne doute pas d'aller, bien sûr, si on peut être heureux au paradis quand ses parents sont en enfer, il me répond gentiment, avec un bel accent breton, « Au paradis, tu n'y penseras pas ». Ce que je trouve légèrement décevant. Voilà mon enfance. Pas du tout, je ne veux pas du tout dramatiser cette affaire, mais voilà, c'est une enfance où je me sens jamais tout à fait là où il faut. Et ça, voilà, ça introduit un doute dans mon esprit. Alors un doute fondateur, peut-être. Restons, Mona Ozouf, sur Composition française, donc, qui est paru en 2009, qui a rencontré un grand succès et qui raconte donc ce parcours, cette enfance sur ces 3 piliers comme ça, un petit peu difficile à faire voisiner. Comment vous avez eu l'idée de ce livre et comment vous avez imaginé sa construction ? C'était un peu compliqué parce que je n'avais pas du tout l'idée de faire une autobiographie, ni de raconter... voilà, non, c'était pas une idée qui m'était spontanément venue. Oui, parce que quand on le lit, pardon de vous interrompre, ça relève autant de l'égo-histoire que de la micro-histoire, que de la grande histoire des idées, mais aussi du récit. Donc c'est quand même
un travail très foisonnant. Oui, c'est un livre bizarre, parce que... C'est un beau livre. Merci. Mais une de mes amies m'a dit, c'est pas mal ton livre, mais il y a un trou dedans. Et elle n'avait pas tort, parce que c'est un livre qui m'a fait beaucoup hésiter. Au fond, quel était le problème ? À un certain moment, très tard d'ailleurs dans ma vie, parce que c'est quand même assez récent ce livre, je me suis demandé pourquoi j'avais choisi les sujets que j'avais choisi de traiter. Et au fond, il y avait un paradoxe dans ces sujets. Vous comprendrez aisément que pour quelqu'un qui était élevé dans la ferveur de l'appartenance bretonne, c'est un peu bizarre d'avoir choisi comme sujet la Révolution française, qui n'a pas été particulièrement amicale aux singularités régionales, ni aux langues régionales, etc. C'est un peu étrange. Donc, plusieurs questions. À un certain moment de l'existence, on se demande pourquoi j'ai trouvé ça intéressant. Dans l'océan des sujets intéressants, pourquoi ai-je été choisir tel ou tel sujet ? Et j'ai eu l'idée que mes sujets à moi, qui tournent toujours plus ou moins autour de l'universel et du particulier, avaient quelque chose à voir avec cette enfance de perplexité. Du coup, je me suis mise à raconter. Et au fond, j'avais prévu initialement de faire une première partie relativement brève sur ces souvenirs enfantins, un peu plus qu'enfantins, adolescents aussi, puisque j'y fais entrer mon arrivée à Paris, ma préparation de l'école normale supérieure, mon adhésion passagère et étourdie au Parti communiste, etc., etc. Et donc... Cette partie, je vous la voulais brève et faire au contraire une très longue partie ensuite sur mes choix, sur les choix de mes sujets, de mes intérêts, de mes goûts aussi. Et puis, j'ai été un peu prise par la narration quand on commence à raconter. Et par ailleurs, j'ai constaté à ce moment que la mémoire est une loupe. On croit qu'on n'a pas grand-chose, qu'il n'est pas resté grand-chose, et dès qu'on se met à scruter son enfance, des détails apparaissent. Oui, c'est une loupe et c'est une révélation. Voilà, donc je me suis un peu laissée aller dans la narration, et après quoi j'ai entamé la seconde partie qui, à mes yeux, était la partie fondamentale. Et du coup, ça devenait monstrueux parce que c'était beaucoup trop long, c'était diffus. Je me suis dit, c'est pas possible de faire un livre en deux parties égales. Et donc, j'ai abandonné pendant 3 mois en me disant j'y arriverai pas. Puis j'y suis revenue et en me disant non, c'est le contraire qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut faire les 2/3 consacrés à la formation, une formation très incertaine avec tous ses doutes, ses virages, ses rencontres, etc. Et puis faire une postface assez réduite sur les sujets d'intérêt. N'empêche, j'ai eu beau mettre, en faisant la seconde partie, ramasser des points de crochet. J'ai essayé de mettre des points de crochet partout entre la première partie et la seconde. Il est probable que ça n'est pas tout à fait réussi. Et je pense que beaucoup de lecteurs abandonnent après la première partie, il me semble. Voilà. Non, je ne suis pas sûre. Et est-ce que vous sentiez, Mona Ozouf, que vous écriviez quelque chose de différent ? Est-ce que vous sentiez une évidence ou une sorte d'exaltation ? Parce que c'est un livre qui a rencontré vraiment un public, qui a réveillé beaucoup de choses aussi. Vous avez fait beaucoup de tournées dans des écoles, dans différents événements où les gens venaient vers vous pour partager avec vous des souvenirs. Est-ce que vous aviez l'impression, au moment de l'écriture, qu'il se passait quelque chose de différent ? Oui, oui. Si on prend l'accueil du public, si on prend la réception du livre, c'est vrai que c'est quelque chose de très différent. Je ne sais pas, je prends un exemple au hasard dans ce que j'ai fait. Mon livre sur Henry James, par exemple, qui est aussi une sorte d'extravagance dans mon parcours, mais je peux expliquer pourquoi. C'est votre enfant ingrat, vous dites. Oui, vous aimez le plus. C'est mon enfant disgracié, et le livre n'a eu aucun succès, et c'est toujours un livre pour lequel moi j'ai de la tendresse quand je le relis. Mais donc, j'ai un peu perdu mon fil en vous racontant ça. Mais oui, la réception et oui, la sensation de faire quelque chose de différent. Oui, parce que la réception, d'abord, j'ai rencontré
beaucoup de personnages, par exemple des amis de ma famille, des amis de mon père, des amis de ma mère, qui m'ont fait revivre aussi. Si je les avais rencontrés avant, j'aurais probablement écrit un livre différent, qui m'ont apporté beaucoup de matériaux inédits. Beaucoup de sympathie aussi, parce qu'au fond, cette enfance passée dans une commune bretonne fendue en deux par la guerre scolaire, où personne ne choisit son épicier pour la qualité de son beurre, mais pour son appartenance à un côté. L'épicier met ses enfants à l'école laïque, donc voilà, c'est chez nous, on le choisit. De la même façon, on choisit son médecin, etc. Donc vraiment une commune binaire. Et cette vision que j'avais n'était évidemment pas la mienne seulement, mais celle de beaucoup d'enfants élevés dans ces communes entre les deux guerres, où régnait encore une guerre scolaire assez farouche. Les choses sont sûrement beaucoup changées aujourd'hui. Voilà. Donc, effectivement, c'est un livre particulier dans mon parcours et qui m'a valu énormément de correspondances, énormément de témoignages qui étaient, au fond, assez voisins du mien. Voilà, c'est un livre, d'ailleurs, qu'il a été aussi assez difficile d'imposer chez Gallimard, ne serait-ce que pour son titre. Composition française, on m'a dit, mais c'est bizarre, c'est trop cryptique ce titre, c'est pas possible. Et donc les éditeurs campaient sur un titre dont l'originalité va vous frapper, Retour sur une enfance bretonne. Donc, j'ai maintenu mon titre Composition française parce que ce que je voulais montrer justement, c'est la négociation obscure dans mon enfance entre le côté de l'universel, de la liberté, de l'égalité, de l'abstraction des différences qui marquaient l'école laïque. En franchissant le portail de l'école, on déposait sur le seuil ses appartenances et ses particularités. On se retrouvait tous égaux. Et il y a beaucoup de noblesse dans cette affaire. Et donc la négociation que j'ai un peu menée, et probablement d'une manière très inconsciente d'elle-même dans mon enfance, mais qui avait quand même commencé entre cette noblesse de l'abstraction des différences, et de l'autre côté, l'idée que cette abstraction peut être meurtrière quand elle coupe les êtres de leurs appartenances immédiates, régionales, linguistiques. Dans un autre contexte, là, ça n'ira pas, mais on pourrait dire religieuse, etc. Donc voilà, un monde de la particularité et un monde très français, très républicain, qui a tendance à toujours porter un peu l'uniforme, si j'ose dire. Et mais si on revient justement à cette question des origines, Mona Ozouf, à la question de la vocation, petite, vous dites dans Composition française et dans d'autres textes que vous étiez en proie à l'ennui, que vous avez été construite par vos lectures, justement, de petites filles qui s'ennuyaient. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces lectures ? Oui, c'est une enfance submergée par les livres, pour une raison très simple. Mon père meurt quand j'ai 4 ans. À partir de là, ma mère s'enferme dans une vie totalement recluse, en dehors de son métier qu'elle fait avec emportement et beaucoup de dons. Mais en dehors du métier, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est-à-dire qu'il y a une maison où il n'y a jamais une visite, jamais un copain ne vient jouer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas à cette époque, du reste, où il y a un chez-soi ou un quant-à-soi farouche qui gouverne les relations humaines dans une commune. Bref. Donc, c'est une enfance extraordinairement solitaire, hormis l'école, évidemment, que j'ai bien entendu adorée à cause de ça, et particulièrement la cour de récréation, bien sûr. Parce que là, on retrouve, mais les jeudis et les dimanches s'étirent dans une sorte de vacuité, ou en tout cas s'étirerait dans la vacuité s'il n'y avait pas les livres. Et les livres, il y en a beaucoup, parce que dans ce petit logement
d'instituteur tout à fait exigu, il y a un luxe, et ce luxe, c'est 3 bibliothèques différentes. Alors, il y a la mienne, qui est modeste, avec évidemment la comtesse de Ségur, Hector Malot, les livres canoniques de l'enfance. Il y a la bibliothèque de ma mère, un peu originale, parce qu'elle est peuplée des classiques anglais et russes, qui sont l'héritage d'un professeur merveilleux qu'elle a eu à l'école normale d'institutrice et qui l'a mené sur les chemins de Tchekhov, Dostoïevski, Dickens, etc. Donc il y a ça dans la bibliothèque de ma mère, plus l'air du temps, les romans à la mode, les prix littéraires. Bon, ça c'est la bibliothèque de ma mère. Et puis troisième trésor de livres, la bibliothèque de mon père, celle-ci presque exclusivement consacrée à la Bretagne. Alors, des grammaires, des dictionnaires, des recueils de contes, de proverbes, de chansons, l'architecture bretonne, l'art breton, etc. Quelques écrivains français, bretons, mais qui ont écrit en français, Renan, Lamennais, Chateaubriand, il y a ça dans la bibliothèque. Quelques romans un peu isolés, mais parce qu'ils ont parlé de la Bretagne. Mon premier Balzac, par exemple, c'est Béatrix, parce que ça se passe à Guérande. Donc quelques romans. Et puis les œuvres de nos cousins d'outre-Manche, c'est-à-dire la poésie irlandaise, le folklore gallois, etc. Tout ça est dans la bibliothèque de mon père, plus, chose assez originale, quelques classiques traduits en breton. Dans cet entre-deux-guerres, le mouvement breton s'était lancé dans une entreprise énorme, considérable, de traduction, au fond pour montrer que la vieille langue méprisée était capable de rendre les nuances de la poésie ou les accents de la tragédie, que sais-je. Si bien qu'il y avait par exemple Échille en breton. Et ma première lecture d'Échille, des Perses, c'est en breton. Et pour moi, Échille était un auteur certes vaguement breton. Donc voilà trois trésors de bibliothèque parmi lesquels je circule en lisant un peu n'importe quoi, beaucoup de choses que j'abandonne, que je ne comprends pas. Je ne sais pas, les paroles d'un croyant de Lamennais, je me souviens très bien d'avoir lu ça un peu... Mais quand je suis dans un livre, je continue. C'est le seul remède, effectivement, à ce qui menace et qui est un peu la vacuité des entours. Et puis, le chagrin de ma mère, visible, présent, inconsolable, insoutenable au bout du compte. Voilà. Donc, je lis un peu tout et un peu n'importe quoi et un peu n'importe comment, jusqu'au jour où ma mère, affolée par ma boulimie de lecture, entreprend ce que je trouve aujourd'hui une entreprise très touchante, de relire toute sa bibliothèque à elle, en inscrivant sur la première page, avec un crayon à papier très discret, un chiffre. Ces chiffres vont de 12 à 20, donc j'imagine dans un premier temps que ce sont les notes qu'elle donne aux ouvrages, pour comprendre petit à petit que pas du tout, que c'est l'âge auquel elle pense que je peux les lire sans dommage pour mon intégrité morale. Et du coup, je lis tout à l'envers. Bien entendu, je lis les gros chiffres. Et ce qui est curieux, c'est que ma mère, ayant fait cet exercice merveilleux, magnifique, une fois ça fait, elle l'oublie de me vérifier. Et du reste, je ne lis pas toujours sous son regard, mais très souvent loin de son regard, parce qu'elle passe ses jeudis et ses dimanches dans sa classe en train de préparer les décors, les costumes de théâtre. Elle fait faire du théâtre à ses élèves, ses petits élèves. Et donc, elle est dans sa classe beaucoup. Donc, je lis de façon très anarchique, oui.
Alors tous ces livres peut-être vont justement donner lieu à une vocation. Vous dites à un moment, vous avez eu l'occasion de rencontrer Louis Guillou, l'écrivain dont la femme Renée était votre professeur en troisième, et qui vous dit un jour une phrase qui était peut-être un oracle ou une malédiction ou l'origine d'une vocation. Vous nous direz, si on n'est pas capable d'écrire un roman, on peut toujours être celui qui sait le plus de choses sur Chateaubriand. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là que vous imaginez une possibilité? Vous imaginez écrire? Comment vous vous projetez à l'époque? Non, j'imagine rien du tout, absolument rien. C'est vrai que Guillaume me dit ça, bon, et que voilà, j'ai la chance de fréquenter la maison d'un grand écrivain, de celui que que ma mère nomme un grand écrivain. Et j'ai la chance d'ailleurs de l'avoir lu très vite. J'ai lu très tôt, même bien avant l'avoir rencontré, je ne sais pas, vers 10-12 ans. J'ai lu La Maison du Peuple ou Compagnon qui figurait dans la bibliothèque de mon père. Donc j'ai la chance de rencontrer Guillou, et Guillou se comporte avec moi de façon assez tendre, sympathique, un peu sarcastique aussi, parce qu'il entreprend de me débarbouiller de mes admirations un peu naïve, un peu niaise, et bretonne en particulier. Et puis, c'est lui qui m'apprend que que le jugement de la province de Saint-Brieuc, où cette scène se passe, qu'un jugement favorable sur un livre consiste à dire à Saint-Brieuc, ça se laisse lire. C'est-à-dire que c'est l'éloge du style facile, coulant, etc. Et c'est lui qui me dit, qui est sarcastique à cet endroit, et qui me fait comprendre. Moi, jusqu'alors, je pense en effet qu'un bon livre, c'est celui dont on tourne les pages avec avidité. Et c'est par lui que je commence à comprendre qu'il y a autre chose. Donc, c'est formidable de rencontrer quelqu'un comme ça, quelqu'un d'ailleurs qui me dit, dans son espèce de grenier qui était son atelier d'écriture, quand il travaille au jeu de patience, c'est lui qui me dit « Qu'est-ce que tu penses? Le jeu de patience, tu trouves que c'est un bon titre ?» J'ai dû redouiller je ne sais quoi. Mais bon, voilà, j'étais flattée qu'un écrivain me demande mon avis sur son titre. Bon, et il se trouve qu'après avoir fait en composition française, en classe, avec sa femme, un exercice qui aujourd'hui me fait un peu rêver, parce que j'étais en troisième, et le sujet de la composition française était « Décrivez un paysage à la manière de Chateaubriand ». Voilà, c'était un sujet donné dans la classe de troisième d'un obscur collège breton. Je trouve que c'était quand même fort ambitieux. Bref, donc j'avais fait un texte, j'avais lu Chateaubriand par chance, puisque c'était dans la bibliothèque d'à côté. Donc je fais un texte court qui m'inquiète, parce que je vois que mes copines en mettent long, comme on disait à l'époque. Est-ce que tu en mets long? Moi, j'en ai pas mis long, j'en ai mis quelques lignes, 17 si je me souviens bien. Et là-dessus, Guillou, le jeudi suivant, m'a dit, ben voilà, c'était bien ta copie, et tu vois, si on n'est pas capable d'écrire un roman, ce qui était prémonitoire quand même. Ce qui n'était pas très gentil. Non, je trouve pas. Je trouve que il avait. Non, c'était pas ça, à mon avis. Enfin bref, je ne sais pas pourquoi il me l'a dit. Si on n'est pas capable d'écrire un roman, on peut toujours écrire, être la personne qui sait le plus de choses sur Chateaubriand, par exemple. Et avait-il conclu, et ça n'est pas rien. Donc il m'avait, oui, fait comprendre que l'écriture pouvait être un but, mais ça n'a éveillé en moi, franchement, aucune vocation. Pourquoi? Parce que la religion du livre était telle chez moi. Dès qu'on achetait un livre, on le couvrait dévotement de papier cristal, on inscrivait la date, etc. C'était une relique, un livre. Donc, c'était tellement un Himalaya pour moi que l'idée d'écrire, non, ne m'est pas venue. C'est décevant, mais je n'ai pas eu de vocation. De plus, la vocation est quelque chose, comment dire, il y a dans l'idée de vocation, l'idée d'appel,
quelque chose qui presque est religieux. Et non, je crois que je vivais dans un tel état de... j'ai presque envie de dire d'humilité par rapport au livre et à l'écriture, non, que l'idée d'écrire ne m'est pas venue à ce moment-là. Je n'ai pas pris cette phrase comme une annonce. Alors vous commencez, justement, vous étiez alors à Saint-Brieuc, vous commencez, Mona Ozouf, à tracer une route, à prendre votre liberté. C'est aussi une forme de détachement. Vous avez quitté Ploua pour Saint-Brieuc, puis Saint-Brieuc pour Rennes, et bientôt voilà à Paris. Et alors vous rencontrez à la bibliothèque de la Sorbonne un certain nombre d'historiens qui vont devenir vos amis. Un autre va devenir votre mari. Alors c'est ça la vocation pour l'histoire ? Non, c'est pas du tout la vocation pour l'histoire. D'ailleurs, là aussi, c'est un problème, parce que j'ai jamais fait d'études d'histoire, en réalité. J'ai choisi la philosophie. Et vous savez, les hasards dans la vie comptent, et aussi le sentiment de ses capacités. En réalité, si j'avais eu le niveau suffisant en grec et latin, j'aurais probablement choisi l'agrégation des lettres, parce que je pense malgré tout que ce que j'aime le plus, c'est la littérature. Mais mon niveau de grec et de latin était vraiment misérable. Je m'en suis rendu compte en arrivant en Cagne, et ça a été un choc. Je me suis dit que c'était d'ailleurs totalement impossible que j'imagine de passer l'agrégation des lettres. Il restait les deux autres choses qui m'intéressaient, l'histoire et la philosophie. J'ai choisi la philosophie pour des raisons assez prosaïques et liées à l'enseignement. C'est qu'à l'époque, nous étions tous, dans ma génération, tous et toutes, persuadés que nous serions professeurs de lycée toute notre vie. Et donc, entre un professeur de philosophie qui a 9 heures d'affilée à l'époque dans une classe de philo-lettres avec ses élèves, et un professeur d'histoire qui se promène de la 6e A à la 4e C, etc., qui a des auditoires très morcelés, le professeur de philosophie a quand même un avantage considérable, sans compter ce que je comprenais déjà un peu confusément, que l'histoire est infiniment plus difficile à enseigner que la philosophie. Parce que la philosophie, vous arrivez dans la classe, vous avez un problème, vous le balancez dans l'espace scolaire, et vous demandez aux élèves, Platon a dit que nul n'est méchant volontairement, qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, c'est quand même très difficile de ne pas voir les yeux briller, les mains se lever. Vous allez me dire que je parle pour un temps très lointain, peut-être, mais c'était comme ça. Et donc, j'avais le sentiment que c'était plus gratifiant d'enseigner la philosophie que l'histoire, qui quand même enseignait la démocratie athénienne en 6e, pas simple. Je ne dis pas qu'on n'y peut pas y arriver, mais c'est compliqué. Donc, j'ai choisi la philosophie. Tout ça, c'est une question de hasard. Et puis l'histoire m'intéressait beaucoup. Là-dessus, je rencontre effectivement à la Bibliothèque nationale, d'ailleurs, mais pas celle-ci, l'autre, celle de Richelieu, je rencontre tout à fait par hasard une bande de jeunes gens, tous historiens, tous persuadés qu'ils vont écrire, tous avec déjà des sujets, certains de thèses, d'autres de livres. Enfin, ils pensent qu'ils écriront et ils pensent qu'ils en ont les moyens. Moi, ça m'éblouit de s'avancer dans l'existence en déjà découpant ses sujets, etc. Enfin, ils avaient raison d'y croire, puisqu'ils s'appelaient Emmanuel Leroy-Ladurie, François Furet, Denis Richet, Maurice Agulon, Jean-Nicolas, enfin bref, cette brochette... Et Jacques Ozouf. Comment ? Et Jacques Ozouf. Jacques Ozouf, bien sûr, que je passe sous silence. Donc, vraiment, ils m'impressionnent tous. Bon, donc, ils sont sympathiques, je commence à les fréquenter et à les voir. Et je m'aperçois que, de temps en temps, ils s'avisent de me demander une petite contribution. Le temps les presse, ils sont en train de faire finir un article. Bon, tu ne peux pas nous faire une conclusion. Bon. Donc, je le fais. J'ai l'habitude de la bonne élève, je vais au tableau quand on me dit. Donc je vais au tableau là aussi et j'écris.
Et ils ont l'air de trouver ça à peu près convenable. Donc, je me dis, enfin, je suis en train de tenir un propos qui horrifierait les féministes, bien sûr, mais je leur dois beaucoup, parce que je leur dois cette petite confiance initiale, et je découvre que j'aime écrire, ou plus exactement que j'aime réécrire. C'est-à-dire que j'ai un premier jet très souffreteux, très poussif, mais une fois la chose déposée sur un papier, j'aime arranger. J'aime donner au texte, si possible, l'air le plus pimpant qui soit. Voilà. Donc j'aime ça. Et je découvre que j'aime ça. Mais il n'y a pas là-dedans une... Voilà. Ne dramatisons pas l'idée de vocation. Tout ça vient par le hasard des existences. C'est plus tard qu'on essaie de remettre de la cohérence dans ses choix. Et en fait, c'est ce que j'ai fait avec Composition française. C'est jeter un œil par-dessus mon épaule et essayer de voir si dans tout ça, il y avait quand même un brin de nécessité intérieure. Et on la découvre parce qu'on n'est jamais à court de cohérence. Enfin, vous n'êtes jamais à court de cohérence. Hein. Tout le monde n'est pas cohérent. Et votre premier livre, Mona Ozouf, est une dette à l'école, à l'enfance peut-être, donc l'Église, l'école, la République en 1962. Et puis, vous en venez à vous pencher sur la Révolution française. Alors, votre premier livre sur ce sujet, sur la Révolution française, est consacré à la fête révolutionnaire. Donc là, ça y est, vous êtes historienne. J'écris un livre d'histoire. 2. Oui, enfin, oui, le premier aussi est un livre d'histoire. Bon, je ne sais pas quoi dire. Je pense quand même que la fête révolutionnaire... Laissons tomber le livre sur l'école, qui du reste vient d'une sollicitation extérieure aussi, comme presque tout. Et là, c'est Jacques qui me dit, qui travaillait sur ces instituteurs de la Troisième République, qui lisait beaucoup de presse consacrée à la législation laïque, aux lois Ferry, et qui m'a dit un jour, venait de paraître la collection Kiosque, qui rassemblait des articles de presse. Et un jour, il me dit, nous aimions beaucoup tous les deux cette collection, et un jour, il me dit, c'est extraordinaire la violence des arguments échangés dans la querelle de la législation laïque et des manuels scolaires. C'est extraordinaire. Et donc, j'ai eu envie d'aller voir, et je me suis dit, ça pourrait faire un kiosque. C'est comme ça que ça s'est fait. Quant au livre sur la fête révolutionnaire, c'est un peu plus compliqué parce que, d'abord, il y a quand même quelque chose de paradoxal dans ce coup de cœur juvénile, encore juvénile, pour la Révolution française, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Sujet paradoxal. Mais j'ai l'intention de traiter ce sujet pas seulement d'un strict point de vue historique, mais d'un point de vue anthropologique et presque aussi psychologique, comme une étude de psychologie collective. Oui, on est dans le courant de la nouvelle histoire, et il va apparaître dans la collection de Pierre Nora, donc la bibliothèque des histoires, ce pluriel est important. Oui. Donc vous êtes dans un courant. Oui, c'est un phénomène de mode. Mais ça correspond aussi, je crois, profondément à mon goût du vagabondage et peut-être à mon recul par rapport à une certaine forme d'histoire. Du reste, un épisode le montre de façon frappante. J'étais allée entretenir de ce sujet Albert Soboul, patron des études révolutionnaires à la Sorbonne, qui m'avait reçu avec beaucoup de gentillesse, mais qui m'avait découpé mon sujet en autant de faits révolutionnaires qu'il y a d'épisodes politiques dans la Révolution ou de factions politiques dans la Révolution, c'est-à-dire qu'à ses yeux, il y avait des fêtes de la Constituante, des fêtes girondines, des fêtes montagnardes, des fêtes thermidoriennes, etc. Et je suis sortie de là un peu troublée parce que ce n'était pas du tout mon idée. Mon idée était de parler de la fête révolutionnaire au singulier, avec déjà la conviction, j'avais lu beaucoup de procès-verbaux de fête déjà, et avec la conviction que la structure et les enjeux de la fête révolutionnaire étaient restés
absolument identique d'un bout à l'autre de la Révolution et très loin des péripéties politiques. Et c'était ça qui m'intéressait. Qu'est-ce que c'est chez les acteurs de la Révolution que cette volonté de meubler le temps, le temps neuf de la Révolution, d'une série de fêtes, de rites qui, au fond, remplacent la scansion religieuse du temps qu'ils viennent d'abolir. C'était ça qui m'intéressait. Donc c'était un sujet qui était quand même un peu au bord de l'histoire. Mais il est vrai que c'est un sujet qui répondait à la sensibilité de l'époque où on découvrait que les émotions pouvaient avoir une histoire, qu'on pouvait faire une histoire des larmes, une histoire de la colère, etc., etc. Et alors, qu'en était-il à ce moment-là de la méthodologie? Parce que dans un de vos entretiens, vous dites qu'on la sacralise trop finalement en histoire, cette méthodologie. Oh, je dis ça quelque part. Oui, vous avez dit ça, mais vous pouvez regretter aujourd'hui de l'avoir dit. Oh, c'est possible. Non, je complète. Après ma déconvenue avec Albert Soboul, j'ai cherché quand même quelqu'un qui puisse s'intéresser à ce sujet. Et je suis allé voir Alphonse Dupron, historien des religions, très grand historien français, souvent méconnu, malheureusement, méconnu un peu par sa faute, parce qu'il usait volontiers d'un langage cryptique, pour le coup, mais un très très grand historien. Et de lui, j'ai beaucoup appris. C'est vraiment le maître que j'ai eu en histoire. Et ce qu'il m'apprend précisément, c'est qu'il faut avoir un certain recul ou une certaine distance par rapport à la méthode. Il n'aimait pas le mot méthode, il préférait de beaucoup le mot qu'il empruntait du reste à Alain, le philosophe, le mot d'attitude. Ce qui était important devant un sujet, c'était une attitude pour lui, une attitude qui était une attitude très, très ouverte, de compréhension ouverte et presque immédiate. Jean Lebrun, qu'on connaît bien, que tout le monde connaît, et qui était lui aussi un assidu du séminaire d'Alphonse Dupron, raconte volontiers que le premier exercice que Dupron lui a donné à faire quand il était étudiant, c'est d'aller au Louvre, de se planter devant n'importe quel tableau et de raconter ce qu'il voyait, surtout sans rien avoir lu avant. C'est-à-dire une sorte d'approche... sans filet. Voilà, sans filet. Donc, ce qu'il m'apprend, c'est un certain recul, effectivement, à l'égard d'une lourde méthodologie historique. Et ça rejoint chez moi quelque chose que je percevais, c'est qu'au fond, tout sujet appelle sa méthode propre. Et par exemple, on m'a beaucoup reproché, quand ensuite je me suis intéressée à la question des femmes et au mot des femmes, on m'a beaucoup reproché de n'avoir pas fait une histoire de la représentativité ou une histoire quantitative, et au fond de m'être aventuré dans ce domaine sans rien y connaître. Ce qui est assez vrai. Mais je crois que tout sujet appelle sa méthode. Il y a des sujets sur lesquels la représentativité ne peut franchement rien. Songez à la biographie. Si vous faites ce que je n'ai jamais fait dans ma vie, mais enfin, si on écrit une biographie, je crois que faire une biographie d'un grand écrivain exclut presque immédiatement la représentativité. De quoi Rousseau est-il le représentant? On a pu d'ailleurs, dans certains cas, j'ai lu sous une plume peu inspirée, que Voltaire était un représentant de la bourgeoisie non industrielle. Qu'est-ce qu'on apprend de Voltaire une fois qu'on a dit ça? Exactement rien. Donc, il y a des sujets qui imposent, effectivement, qui demandent le quantitatif. Il m'est arrivé de faire de l'histoire sociale avec Jacques, quand nous avons travaillé sur les instituteurs de la Troisième République et sur l'enquête qu'il avait menée. Là, la représentativité compte. Combien de ces instituteurs lisaient Hugo, par exemple? Que lisait-il? Mais alors, combien lisait qui? Donc là, ça a un sens de compter. Mais il y a des domaines où il n'est pas très utile, ou en tout cas pas très fécond,
de compter. Donc c'est ça qu'Alphonse Dupron m'a appris. Et ce qu'il m'a appris aussi, c'est à me méfier de la conclusion. Dupron était pour laisser ouvertes les questions. Et quand nous faisions à son séminaire, Jean Lebrun s'en souvient aussi, un exposé, quand nous arrivions victorieusement à notre conclusion, Dupron disait « Monsieur ou Madame, ne concluons pas. Et il avait tout à fait raison, il était tout à fait hostile au procédé rhétorique de la dissertation bien faite. Donc là, j'ai beaucoup appris avec lui. Et c'est peut-être sous cette influence que m'est échappée cette phrase assassine sur quoi? Sur la méthodologie. Sur la méthodologie. Donc de temps en temps, j'ai l'impression, dans ces lourds préambules précautionnels qui expliquent comment on va faire, qui ont été très à la mode et qui n'ont pas été inutiles. Ils n'ont pas été inutiles parce qu'ils ont averti les historiens de ne pas employer à tort ou à travers des mots comme on a dit ou on a répété. Qui ont? Bon, et combien on dit, combien on répété? Tout ça a été très bon, ça a donné un peu de... Ça a mis du sérieux dans les études historiques, mais ça n'est pas quand même la panacée. Et c'est probablement sous cette influence que j'ai osé ce propos, qui m'inspire parfois, quand on est au bout de ces longs préambules méthodologiques, j'ai dans l'oreille la voix de mon voisin du Quercy qui, quand il était un peu troublé, disait « mais où qu'on va ?» Ça m'inspire un peu ça, j'ai envie de dire venons-en au fait. Où est le sujet? Commençons donc à parler du sujet. Voilà. Alors justement, on va arriver à un grand sujet. Donc on continue à explorer votre travail dans cette masterclass en public, Mona Ozouf. Donc l'amitié est un autre fil rouge de votre vie, de vos travaux. Et dans votre parcours, il vous a permis de travailler avec François Furet. Donc travailler avec un ami, écrire à quatre mains, à deux têtes, et être ensemble à l'origine d'un tournant historiographique qui vous a mis quand même dans une certaine tourmente aussi. Oui. Vous étiez au cœur du réacteur, on peut dire, à ce moment-là. Oui. Au moment du bicentenaire. Oui. Bon, là encore, c'est une histoire, comme toujours, de hasard. L'idée après avoir commencé à m'intéresser effectivement à la Révolution et avoir écrit des choses sur la Révolution, j'ai animé avec François un séminaire à l'École des hautes études. Et puis, quand est arrivé le bicentenaire, l'idée est venue à Furet, pas moi du tout, d'écrire à deux un dictionnaire critique de la Révolution française. Bon, je dois dire que j'ai beaucoup traîné les pieds, parce qu'il était plus savant que moi, beaucoup, et d'autre part, il était trop honnête pour être poli. C'est-à-dire qu'il disait toujours la vérité sur ce qu'on faisait. Donc je m'attendais quand même à peut-être des moments un peu rudes, et je lui ai dit non, écoute, c'est pas possible, la fin de notre amitié est contenue dans ce projet. Et il m'a dit, bon, ben alors ne le faisons pas. Et c'est cette phrase qui m'a décidé, parce que je savais qu'il tenait au projet, et donc l'idée qu'il puisse y renoncer à cause de ma réticence m'a d'abord touché et ensuite décidé. Voilà. Et je ne l'ai pas regretté. C'était pas toujours facile de travailler ensemble, parce qu'en effet, il y avait toujours... Mais c'était en même temps extrêmement rassurant, parce qu'on savait toujours où on en était. Et ça me donnait beaucoup de... Oui, ça m'a donné beaucoup de satisfaction, au fond, parce que bon, ça s'est passé très bien. On s'est entrelus, on s'est entrecritiqués. Je lui ai aussi fait parfois refaire un chapitre sur Louis XVI, par exemple. Voilà. Ça s'est tout à fait bien passé. Alors, le tournant historiographique, c'est vrai que nous avons été au cœur de ce qu'on a appelé, mais là encore, ne dramatisons pas, la bataille du bicentenaire. Que dire de ce tournant historiographique? En quoi ça consiste? En fait, je pense que le dictionnaire
a son originalité dans la mesure où il montre, à travers ses divers articles, que l'essentiel pour comprendre la Révolution française n'est pas l'histoire sociale, mais que l'essentiel est l'histoire politique, et que la Révolution est de bout en bout un événement politique. Voilà bon, si on veut résumer le dictionnaire critique en 3 phrases, voilà le tournant historiographique. Après, effectivement, une orthodoxie une orthodoxie de l'histoire de la Révolution qui était pour l'essentiel une orthodoxie sociale. Et communiste. Et communiste. Plus jacobine que communiste. Plus jacobine que communiste parce que, par exemple, j'ai toujours été frappé chez Albert Soboul par le manque d'intérêt pour la politique, au fond. C'était une sorte d'allégeance qu'il avait donnée une fois pour toutes au parti et qui ensuite n'avait pas bougé, mais il était dépourvu presque de l'intérêt pour la politique. Enfin, bref, je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que je l'ai vu. Bon, tournant historiographique, oui. Ce qui était surtout évident, c'est qu'on récoltait beaucoup d'ennemis. À travailler avec Furet, on récoltait beaucoup d'ennemis. Pourquoi ? Parce qu'il avait quelque chose de tout à fait particulier. C'était un homme qui fédérait ses amis à la vie, à la mort, et des amis de toutes sortes. C'était aussi quelqu'un qui fédérait des générations, des gens très jeunes, des gens beaucoup plus âgés, des gens de toutes sortes, des gens de toutes tendances. Et en même temps, il fédérait aussi beaucoup d'ennemis. Et il les fédérait parce qu'il leur paraissait distant et arrogant. En réalité, la clé de tout ça, je pense que c'était un homme qui avait une résistance très faible à l'ennui. Dès qu'il s'ennuyait, il rompait la rencontre ou le dialogue et il partait, tout simplement. Donc, ça avait un effet parfois dévastateur. Donc, tournant historiographique et puis sentiment d'être au milieu d'un conflit, ce que je n'ai pas une passion pour les conflits, mais en même temps, quand on y est, on est obligé de répondre et de jouer le jeu. Voilà, c'est une période un peu, dans mon souvenir, un peu agitée, parfois comique, avec des incidents comiques. Mais tournant historiographique, je vais vous dire, l'histoire de la Révolution ne s'est pas arrêtée pour autant, elle continue. Il y a toujours des historiens de la Révolution. Et quand on songe à la petite vague que toute cette production historiographique, on a quand même beaucoup travaillé, a produite, on est même ramené à beaucoup de modestie. Oui, mais il reste une petite vague. Oui, mais une vaguelette. Mais de temps en temps, en lisant un certain nombre de choses, j'ai le sentiment qu'on s'est donné beaucoup de mal et qu'au fond, il n'en est pas resté grand-chose. Au fond, l'histoire est révisionniste. Et tout tournant historiographique appelle un nouveau tournant, comme un chemin irlandais. Alors justement, vous avez pris un chemin irlandais à un moment, Mona Ozouf, puisque dans votre livre « Varenne, la mort de la royauté », qui est paru en 2005, il y a un premier chapitre qui finalement raconte, remet en scène, imagine ce qui se passe dans la tête et puis ce qu'on voit à travers les fenêtres de cette voiture qui fuit Paris, dans laquelle il y a donc Louis XVI, Marie-Antoinette, leurs enfants, des gens qui partent avec eux. Vous avez presque fait un petit roman historique. Oui, ça m'a été reproché fraternellement et joyeusement par Pierre Nora lors des rencontres de Fontevraud, il y a 2 ans. À un certain moment, Varenne est venu sur le tapis, ce livre sur Varenne, et Pierre a dit Mona, tu as écrit un livre où tout est faux. Je lui ai dit comment tout est faux? Mais oui, ton premier chapitre, tout est faux. Donc, voilà, votre remarque ne m'étonne pas. Qu'ai-je fait en réalité? D'abord, j'ai effectivement choisi Varenne parce que c'est l'événement le plus romanesque de la Révolution française. On m'avait demandé de faire
une journée révolutionnaire. Le récit d'une journée révolutionnaire, et je n'ai pas eu l'ombre d'une hésitation. Si je fais ça, je ferai Varennes. Pourquoi Varennes? Parce que Varennes est effectivement un événement romanesque. Du théâtre, il a presque les règles. L'unité de temps, un temps très bref, les 3 journées et demie que dure le voyage et le retour, un espace très confiné, l'espace d'abord de la berline avec la famille royale, l'espace des chambres pauvres de l'épicier de Varennes, chez lequel entre la famille royale. Donc, un décor ramassé, temps réduit, et personnages illustres. Donc, voilà. Autre chose, Varennes est de bout en bout un événement romanesque parce qu'il règne l'intempestif. Qu'est-ce qui manque à la fuite du roi pour être réussi? Ce qui aurait changé du tout au tout notre histoire nationale. Il manque exactement 10 minutes. Il manque 10 minutes parce que la berline a pris du retard, il y a eu un essieu cassé, il y a eu l'impéritie de Choiseul qui n'a pas attendu la berline et qui est allé prendre un chemin de traverse, et du coup, ses troupes ont été inopérantes, introuvables. Voilà, il y a eu l'arrivée à Varennes à la nuit noire, avec une adresse qui n'est pas très bonne, donc 10 minutes de retard. Nous, il nous en reste 5. Comment? Nous, il nous en reste 5. Nous, il nous en reste 5. Il manquait 10 minutes à Louis XVI. Oui. Nous, il nous en reste 5. C'est pas possible. Si. Alors, oui, pardonnez-moi. Donc voilà, il nous en reste que 5 pour dire que j'ai imaginé dans ce voyage de la berline les rêveries qui pouvaient habiter l'esprit de Louis XVI, de Marie-Antoinette, du dauphin, etc. Et je leur ai prêté des rêveries. Je ne les ai pas racontées comme vraies. Elles sont présentées avec des points d'interrogation. Elles sont d'ailleurs appuyées à la fois sur la connaissance des lieux, j'ai refait le voyage, et elles sont appuyées aussi sur les différentes sources que l'on a, des mémoires qui font penser que, par exemple, je donne un simple exemple puisqu'il n'y a plus que 5 minutes, que le dauphin, que l'on a habillé en fille pour mieux tromper la vigilance des commissaires, etc., sur le bord de la route. Le dauphin est habillé en fille. On sait qu'il a été vexé d'être habillé en fille, en plus avec une robe qui n'était pas très, très élégante, une petite cotonnade kaki. Bref, voilà. Donc, je me suis appuyée sur tout ce qu'on pouvait quand même savoir raisonnablement. Mais à partir de là, en effet, je ne me suis pas tout à fait interdite de raconter ce qui peut bien se passer. Et on sait que Louis XVI s'est senti libéré dans la berline, qu'il a eu quelques propos joyeux de liberté. Quand je serai le cul sur la selle, je serai un tout autre homme, etc. Donc, il y a des éléments de vérité. Et je n'ai pas caché que ce que j'ai, moi, ajouté, par exemple, j'ai ajouté ceci. Quand la reine entre dans l'épicerie de sauce, elle entre dans un logis où elle n'a jamais mis les pieds de sa vie. Ça, c'est vrai. Jamais elle n'est entrée dans un logis aussi, peut-être pas misérable, mais enfin aussi ordinaire, dans l'odeur des chandelles, etc. Et donc, je me suis autorisée à dire que la reine ouvre des yeux un peu perplexes sur le décor. Voilà. C'est tout. Alors, est-ce que c'est un roman historique que je fais? Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que c'est quand même coincé entre une introduction où j'explique quel est l'enjeu inouï de cette échappée royale qui signe la mort en France de la royauté, dont la royauté ne se relèvera pas, et coincé entre des chapitres tout à fait sophistiqués et presque philosophiques sur, par exemple, la querelle de l'inviolabilité du roi. Donc, ce petit chapitre rêveur, je ne le regrette pas. Alors, je ne vous ferai pas parler, Mona Ozouf, de la postérité, parce que cette question est réglée, je pense, avec le Quarto qui est paru chez Gallimard, et puis avec Composition française. Mais peut-être
brièvement, qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à quelqu'un qui voudrait devenir historien? Qu'il suive sa pente. Qu'il suive sa pente. Moi, je n'avais pas beaucoup de pente au départ. Mais c'est vrai que si on en a une, et si vraiment il y a une vocation, la vocation au sens de nécessité intérieure, il ne faut pas hésiter à suivre cette nécessité intérieure. Et quand la pente n'existe pas, que faire? Il faut malgré tout... Maintenant, j'ai dit tout à l'heure qu'on n'est jamais à court de se trouver de la cohérence. Il y a quand même une cohérence dans tout ce que j'ai fait, même si, encore une fois, le hasard y a tellement joué, mais il y a quand même une cohérence, c'est les choses qui m'ont intéressé, ont toujours tourné autour de certains sujets et ont toujours eu une certaine ambition littéraire, je crois, malgré tout. Comme quoi, avec des hasards, on peut fabriquer une nécessité. Merci beaucoup Mona Ozouf, merci d'avoir été avec nous pour cette masterclass en public à la BNF dans le cadre de la Nuit des idées et à bientôt certainement sur France Culture. Merci.